Le président de la République Alassane Ouattara quitte Abidjan ce dimanche pour Ouagadougou au Burkina Faso. Il va prendre part à la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré de mission hier samedi. Il a séjourné pendant 2 semaines aux États-Unis d'Amérique où il a participé aux assemblées annuelles de la Banque mondiale, Fonds monétaire international. Le point de son séjour américain dans cette édition. Le COE Sport de San Pedro a remporté pour la 3e année consécutive la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Hier samedi, le COE a battu la SEC, score 2-0. C'était au stade municipal de Yamoussoukro. Le magazine de ce dimanche a pour thème les comités de gestion des établissements scolaires publics COGES. Quelle nouvelle vision? Notre invité est David Kwadio Kwame, inspecteur général de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et coordonnateur national du service d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires publics COGES. Monsieur Kwadio, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI 1 et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder justement RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche pour Ouagadougou au Burkina Faso. Il va prendre part à la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA demain lundi 20 octobre. Il regagnera Abidjan le même jour dans l'après-midi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré de mission hier samedi. Il a séjourné pendant 2 semaines aux États-Unis d'Amérique où il a participé aux assemblées annuelles de la Banque mondiale, Fonds monétaire international. Il a également eu plusieurs contacts d'affaires et rencontré des partenaires au développement. À son arrivée, le chef du gouvernement ivoirien a fait le point de son séjour américain. Le président de la République nous avait donné l'instruction donc de décorer l'ambassadeur André Young comme commandeur de l'ordre national pour avoir participé, disons à la mise en place de l'Université internationale de Grand Bassam. Je voulais d'ailleurs dire que l'ambassadeur André Young a décidé, en reconnaissance à ces décorations, d'envoyer, disons qu'en Côte d'Ivoire, ça s'appelle là-bas les duck weeds, ce sont des algues spéciales qu'on met donc sur l'eau et sur la lagune pour permettre donc, disons qu'à la fois de produire de l'éthanol, mais aussi de produire des engrais et aussi donc de nourrir aussi les poissons. Je pense que d'ici la fin de l'année, son équipe viendra ici, compte tenu de la qualité de la relation qu'il a avec la Côte d'Ivoire, pour pousser ce dossier. Nous avons assisté à la mise en place de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam, qui doit viser donc à donner des bourses, disons, aux étudiants les plus pauvres. Nous avons rencontré le Fonds monétaire international. Là aussi, les choses sont bien passées, puis le Fonds va augmenter ses concours à la Côte d'Ivoire, conformément donc aux instructions du président de la République. On a rencontré le secteur pétrolier, qui est très intéressé par la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu les grands groupes comme Exxon, qui est une société qui a à peu près 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça fait quoi, autour de 200 000 milliards de francs CFA. Vous voyez, c'est une des plus grosses sociétés dans le monde. Et elle viendra. On a signé un MOU, c'est-à-dire un préaccord. Et ils viendront ici dans 1 semaine. Et je pense qu'au mois de novembre, disons qu'à marge d'un séminaire que le ministre organise à Yamoussoukro, il va y avoir la signature de l'accord définitif à ce niveau. Il y a un groupe norvégien, AGR, qui est intéressé. Il y a d'autres groupes, Anadarko, les groupes comme, disons que Halliburton, qui apporte l'appui technique à tous les grands pétroliers. En fait, le secteur pétrolier ivoirien va repartir très très fort parce qu'il y a un intérêt très très fort. Et le dernier groupe, juste avant qu'on ne parte, c'est le groupe Tullow, disons qui aussi a des champs pétroliers ici qui vont développer ces éléments-là. De manière globale, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un intérêt très très fort pour la Côte d'Ivoire et que le président a eu raison d'insister que cette mission non se fasse. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal suite à la décision de la République du Ghana de recourir à un arbitrage international pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien
a adressé vendredi 17 octobre 2014 une réponse à cette notification à l'agent du Ghana et aux représentations diplomatiques du Ghana en Côte d'Ivoire et auprès des Nations Unies à New York. La République de Côte d'Ivoire a procédé par la même occasion à la nomination du juge Roni Abraham en qualité de juge principal pour la partie ivoirienne. S'il était vivant, il aurait 109 ans hier. Il s'agit du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Une messe d'action de grâce a été dite à l'église Saint-Jean de Cocody pour se souvenir de la date de la naissance, le 18 octobre. Le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, était à cette messe. Il a appelé à la paix et à la réconciliation de l'ensemble des Ivoiriens. Léon Brou. En 1905-2014, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 109 ans ce 18 octobre, n'eût été son rappel à Dieu le 7 décembre 1993. N'empêche, le PDCI RDA, le parti politique qu'il a fondé, est solidaire de sa famille biologique pour rendre grâce à Dieu pour la naissance de celui qu'il est convenu d'appeler le bélier de Yamoussoukro. C'est que ses 88 ans sur terre, Félix Houphouët-Boigny les a mis à profit pour accomplir des actions si positives qu'on ne peut s'empêcher de magnifier sa naissance. Il a fallu Félix Houphouët-Boigny pour transformer une poussière de tribus et d'ethnies que comptait notre pays en une nation moderne. Cet anniversaire est une occasion pour nous de nous remémorer cette phrase qu'il affectionnait tant: la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny aura été, pour le célébrant de cette messe d'action de grâce, cet artisan de paix dont l'œuvre mérite d'être perpétuée. Pour le père André Nkayo, c'est à ce prix que la Côte d'Ivoire renouera avec la stabilité, la paix et le développement. Le président du PDCI RDA peut donc se réjouir car, dit-il, son appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP répond à ses impératifs. Nos missions sont à l'intérieur du pays. Elles ne sont pas encore de retour, mais ce que j'enregistre, c'est la réaction favorable de la population ivoirienne. Cette messe anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny aura mobilisé aux côtés de ses familles biologiques et politiques la grande famille des Houphouëtistes, dont les présidents du MFA et de l'UPC. Le mouvement de réflexion et d'action pour le rayonnement du RHDP a organisé un point presse au siège du PDCI au Plateau. Ce mouvement veut amener le RHDP à un parti unifié et veut mobiliser tous les militants lors des futures échéances électorales. Abou Sanogo. Le MORA RHDP, le mouvement de réflexion et d'action pour le rayonnement du RHDP, dit oui à l'appel de Daoukro. Au cours d'un point de presse animé au siège du PDCI RDA, Kakoubi Soti Fulgence, président du mouvement, a fixé les missions de la structure. Le MORA RHDP s'est fixé pour mission de consolider les acquis du RHDP, d'œuvrer pour maintenir la cohésion entre les membres des partis politiques alliés du RHDP, être un relais de sensibilisation et de mobilisation du peuple, faire élire le candidat de l'Alliance à toutes les échéances électorales, présidentielles, législatives et locales. En réaffirmant la participation active de son mouvement à l'appel de Daoukro. Selon le président du MORA RHDP, cet appel permet de resserrer les liens entre les membres de l'Alliance et les filles et fils de la Côte d'Ivoire et épousant les idéaux de l'oufouettisme. Le MORA RHDP étant une plateforme des oufouettistes, ira vers les frères et sœurs qui hésitent encore afin d'amener le peuple de Côte d'Ivoire à savourer les délices des années émergentes avec le président Alassane Ouattara, un digne fils d'Houphouët-Boigny. Grâce à l'union sacrée des oufouettistes, le pays connaît aujourd'hui un rayonnement tant sur le plan national qu'international. Pour consolider ces acquis amorcés en si peu de temps par le président Alassane Ouattara,
Le Mora RHDP veut mettre tout en œuvre pour que le projet de candidature unique au sein du RHDP en 2015 et l'appel de Daoukro soit une réalité. Pour ce faire, le mouvement compte procéder à la mise en place de coordination des cellules de base dans les 10 communes d'Abidjan et sur l'étendue du territoire. Le Mora RHDP est un mouvement qui regroupe les militants du parti politique issus de l'alliance du RHDP. Autre sujet, 500 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont été distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'était lors des journées portes ouvertes du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Léon Brou. Ils sont au total 500 fonctionnaires et agents de l'État décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. 100 commandeurs, 150 officiers et 250 chevaliers, tous désignés par décret du président de la République après la notation de 2012 sur la base du dévouement et de l'ancienneté. Quand vous avez travaillé autant d'années et que vos supérieurs, le président de la République en tête, reconnaît vos mérites, vous ne pouvez être que joyeux et heureux. J'ai dédié cette médaille à tous mes collaborateurs et j'ai dit merci à monsieur le ministre de la fonction publique. Nous avons eu nos salaires qui ont été améliorés. Ensuite, c'est une distinction honorifique. Nous tenons absolument à lui dire merci. Des mémoires des fonctionnaires au niveau du ministère des Finances, c'est pour la première fois que nous sommes reconnus par la fonction publique. Ça nous permet de comprendre que ce que nous faisons est su et apprécié. Cette distinction, la première dans l'histoire de la fonction publique selon la tutelle, est initiée pour encourager ceux des fonctionnaires qui contribuent par leur abnégation au travail à placer l'administration publique ivoirienne au cœur de l'émergence. Tout fonctionnaire ou agent de l'État, exemplaire à la tâche, devrait s'attendre à voir son mérite reconnu. Cette cérémonie de décoration présidée par Kone Mamadou, président de la Cour suprême, constitue le clou des journées portes ouvertes du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui ont duré du 16 au 18 octobre. La RTI veut développer la production audiovisuelle, la diffusion et la distribution des fictions ivoiriennes et africaines. La direction générale a donc créé RTI Production et RTI Distribution. Le label qualité RTI Production a été présenté par le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko Sèche-Kolia. Produire des fictions ivoiriennes de qualité en collaboration avec des réalisateurs privés en vue de conquérir des marchés africains et internationaux. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, un des pionniers de la production cinématographique en Afrique, veut ainsi réaffirmer son expertise avérée dans la réalisation de séries africaines à succès. Le nouveau label qualité de la RTI pour développer la fiction ivoirienne a été présenté par le directeur général Amadou Bakayoko. Ce label se décline en deux entités étroitement liées. À l'instar de ce qui se fait sur toutes les grandes sociétés internationales de production, nous avons créé une nouvelle marque. Le nom qui a été choisi par tout le monde est RTI Production. Nous nous souvenons tous, devant de nombreux génériques de films internationaux, d'avoir vu beaucoup de noms de ce type. Et aujourd'hui, la RTI assume d'avoir cette marque-là qui va représenter le fait qu'elle s'est impliquée dans un projet. Nous achetons les films. Nous faisons même du préachat, ça veut dire que nous finançons plusieurs mois avant la diffusion du film à l'antenne, nous leur mettons à disposition des fonds. Nous faisons même de la coproduction dans certains cas. Ça veut dire que non seulement nous donnons une part importante du budget du film, mais en plus nous nous impliquons dans la production. Alors bien sûr, quand on a produit, il faut vendre. Donc nous allons les diffuser, c'est un premier élément de valorisation de ces films, mais nous allons également les distribuer à l'international. Et donc pour les distribuer à l'international, nous avons également créé RTI Distribution. Rentrée dans sa phase active il y a quelques mois, la collaboration entre la RTI et les réalisateurs privés porte déjà ses fruits avec les fictions telles que Brouteur.com 2, Rêve sans fin et la tranche Babywood, très appréciée par les téléspectateurs. RTI Production va plus loin en permettant à la célèbre série ivoirienne Ma famille qui a conquis l'Afrique francophone de se vendre dans les pays anglophones.
Dans ce vaste programme de valorisation des fictions Made in Côte d'Ivoire, la Direction générale de la RTI bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes. Le directeur général a salué Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, Maurice Kwakoubandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, pour leur soutien constant. Amadou Bakayoko a annoncé la participation de la RTI en novembre prochain à une rencontre internationale du cinéma et des programmes à Johannesburg, en Afrique du Sud, toujours dans la même dynamique de promouvoir et de commercialiser les fictions ivoiriennes. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Moussa Traoré, a animé une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Il a été question de l'organisation du tournoi de la confraternité et du prix Ebony 2014. La cérémonie aura lieu en janvier 2015 dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro et Magnamia. Le meilleur journaliste 2014 de Côte d'Ivoire sera connu en janvier 2015. Même si la date précise n'a pas été donnée, la cérémonie, elle, se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. L'information a été donnée par le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à cette conférence de presse. Cette année, nous nous rendons à Yamoussoukro et ce sera la première fois. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour réussir l'événement. Le prix du Super Ebony 2013 n'avait pas été attribué. Le jury avait jugé le niveau moyen. Loin d'être considéré comme une insulte, les journalistes de Côte d'Ivoire qui considèrent la non-attribution du Super Prix comme un défi entendent le relever à cette 16e édition de la Nuit des Ebonies. Nous demandons aux journalistes de Côte d'Ivoire de continuer à travailler sereinement et que nous sommes en train de travailler pour faire de telle sorte que cette année, le prix Ebony se déroule dans de meilleures conditions. Joseph Anouman, le successeur de César Etou au poste de président de la commission permanente du prix Ebony, invite les journalistes à plus d'abnégation au travail. Que les productions s'améliorent chaque jour davantage et bientôt nous allons donc leur communiquer les nouvelles dispositions que nous prendrons pour qu'à Yamoussoukro nous ayons un prix Ebony qui convienne à l'UNJCI. Cette année, en plus du trophée et des prix des partenaires, le Super Ebony aura droit à un véhicule flambant neuf. Le village Kouedjemé de Benjerville va construire sur un terrain de 20 hectares 750 logements, dont 180 dans une première tranche. C'est la chefferie du village qui fait la promotion de cette opération immobilière, nous dit Mamadou Kouassi. D'ici à quelques années, ce terrain nu de 20 hectares laissera place à près de 750 logements. Une opération immobilière baptisée Yamadan du village Kouedjemé de Benjerville. La cérémonie de pose de la première pierre des 180 logements s'est déroulée sur fond de défis pour la génération Yigbo. Car c'est la toute première fois qu'un village transforme un patrimoine foncier en un patrimoine immobilier, faisant ainsi de lui le promoteur de l'opération. Pour la première tranche déjà, il y aura 183 logements. Nous pensons à 249 logements dans la seconde tranche et la troisième tranche suivra. Tout un village promoteur immobilier, un exemple de développement local salué par le préfet des régions. Il souhaite que tous les villages de la Côte d'Ivoire s'en inspirent. Le village devient désormais une entité administrative à part entière. Le développement commence donc désormais à se concevoir dans le village. Vous constituez un projet pilote pour l'ensemble des autres villages. Les têtes couronnées du village Kouedjemé de Benjerville promettent battre ciel et terre pour réaliser ce rêve audacieux. Elles n'entendent plus que l'arrêté de concession définitive pour donner vie à leur projet. Cette assurance leur a été donnée par le représentant du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, parrain de la cérémonie. L'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF lance dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire le projet Planification familiale et réduction du VIH-Sida. Ce projet va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des familles dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Chantal Ouman à Kandan. Selon la 3e enquête démographique et de santé réalisée en 2012, l'ouest de la Côte d'Ivoire possède l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés.
La même enquête révèle également que les populations de cette zone ont encore du mal à accéder à des soins de santé de qualité. Le district des montagnes se trouve donc confronté à des défis majeurs qui mettent à mal le bien-être des populations. En lançant officiellement le projet BMZ, l'Association ivoirienne du bien-être familial, l'AIBF, veut aider à réduire l'incidence du VIH-Sida et contribuer à améliorer l'offre des services de planification familiale à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le présent projet vient continuer celui développé en 2010 lorsque plus de 16 000 personnes, en majorité des enfants et des femmes, avaient abandonné leur village et trouvé refuge à Djokwe, Man et Danané pour fuir les violences post-électorales. Depuis lors, l'AIBF est présent dans la région à travers ses cliniques de Man et de Djokwe, offrant des services de consultation prénatale, de consultation pédiatrique, de consultation médicale, de consultation gynécologique et planification familiale. L'intervention de l'AIBF dans la zone ouest va toucher 13 localités des régions du Tongui, Guémon et du Cavali. Une rencontre avec les autorités des 3 régions concernées a permis de mieux impliquer les leaders dans la réalisation de ce nouveau projet. Alain Taï, directeur du CENAC, a reçu le prix Mécène d'Or 2014, un prix qui distingue chaque année les acteurs et promoteurs du secteur des arts et de la culture. Il a été choisi pour la dynamique insufflée au CENAC. Plus de détails avec Serge Colliard. Ingénieur culturel, homme de terrain passionné de culture, ancien manager du groupe Les Ouya ou encore producteur du groupe du rap Les Diaz, Alain Taï a été directeur général du Burida de 2003 à 2006 et directeur de cabinet adjoint au ministère de la Culture et de la Francophonie en 2011. Il fait partie des animateurs du secteur des arts en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Directeur du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, depuis février 2012, il met aujourd'hui au service de cette institution ses qualités de metteur en scène, poète, écrivain et d'administrateur culturel. À travers la restructuration du Ballet national et du Théâtre national avec de nouvelles créations, l'homme a su insuffler une dynamique nouvelle au CENAC. Pour toutes ces actions de promotion et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, Alain Taï a été fait mécène d'or 2014 du secteur des arts et de la culture par la structure ARCOM. Son prix, composé d'un trophée et d'un diplôme, lui a été remis. Le récipiendaire s'est dit ému de voir son parcours ainsi retracé à l'occasion de cette cérémonie. Pour Jean-Michel Blesson, journaliste culturel, commissaire général des mécènes d'or. Mécène d'or a fait depuis 2006 la promotion des acteurs locaux et sous-régionaux qui excellent dans leur domaine respectif. Il a pour objectif de susciter le mécénat auprès des pouvoirs publics. Parlons maintenant de religion avec cette information en provenance du Vatican. Le pape François a béatifié ce dimanche à la place Saint-Pierre de Rome son prédécesseur Paul VI. Et puis, sachez également que le document final du synode sur les évêques a été voté en fin de session hier, samedi soir. Lors des congrégations générales de ce mardi après-midi et mercredi matin, les pères synodaux ont abordé plusieurs sujets au cours des 68 interventions, parmi lesquels les défis que les familles africaines doivent affronter. La polygamie, les sectes, la guerre, la pauvreté, le drame de la migration, la pression internationale pour le contrôle des naissances sont les causes qui minent la stabilité familiale et l'exposent aux crises. L'Église doit répondre à de tels défis pour une évangélisation approfondie, capable de promouvoir les valeurs de la paix, de la justice et de l'amour. Elle doit également défendre le rôle de la femme dans la société, une éducation attentionnée pour les enfants ainsi que la protection des droits de toutes les victimes de violences. Les pères synodaux ont aussi rappelé qu'en Afrique et au Moyen-Orient, les mariages interreligieux sont en augmentation. Quand il existe une approche fondamentaliste de la religion, il est difficile pour un catholique uni dans un mariage mixte de continuer à pratiquer sa propre foi et la transmettre aux enfants. Ce n'est pas le cas pour Jeannette Touré,
ivoirienne qui, dans son témoignage ce mercredi matin, a évoqué ses 52 années de vie commune avec son mari musulman. Un mari qui a accepté que tous leurs enfants soient baptisés et élevés dans le respect de l'autre et dans la diversité. Des questions religieuses mais aussi œcuméniques se posent pour ceux qui, pour se remarier, changent de religion, se convertissent à l'islam ou passent à une autre confession chrétienne. Le chemin reste toujours celui du dialogue et de la miséricorde. Il s'agit de vrais sujets interreligieux et œcuméniques. Un autre thème a été abordé, celui de la précarité du travail et du chômage. Ces deux drames créent beaucoup de difficultés aux familles et empêchent les jeunes couples de s'installer. Et puis l'argent est trop souvent divinisé et la famille est sacrifiée sur l'autel du profit. L'Église doit être lumière, non pas un phare immobile qui illumine de loin, mais une torche, une lumière douce qui accompagne les hommes dans leur cheminement pas à pas. Le Nigeria a été unifié il y a 100 ans. L'événement a été célébré il y a quelques jours en Côte d'Ivoire par la communauté nigériane. Elle a invité à cette occasion l'ensemble des Nigérians à l'union et à une bonne cohabitation avec les Ivoiriens. Siaka Kone, Aboussanogo. Recueillement et joie ont marqué cette cérémonie commémorative de l'unification des protectorats nord et sud du Nigeria. À cette occasion, les ressortissants de ce pays ont été invités à renforcer leur union pour un Nigeria plus fort. L'hospitalité légendaire du peuple ivoirien a été saluée à l'entame de la manifestation par un fredonnement de l'hymne du Nigeria et de l'Abidjanaise. Occasion pour l'ambassadrice de l'État fédéral du Nigeria en Côte d'Ivoire d'appeler ses compatriotes à la loyauté envers les institutions ivoiriennes. Nous sommes issus d'un grand pays et il faut respecter les lois ici. Il faut vivre en harmonie avec nos hôtes ivoiriens. Et je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'hospitalité qu'ils ont réservée pour nous les Nigériens. L'essentiel de la manifestation a été constitué d'interventions avec en prime l'histoire du Nigeria avant 1914 et les 46 années de fusion sous protectorat britannique. Les résultats de l'union entre les trois peuples, Yoruba, Haoussa et Ibo. L'avenir du Nigeria au sein du G20 a été évoqué pour exhorter les fils de la diaspora à plus de solidarité. Pour les témoins participant à cette fête, cet événement revêt un caractère spécial. Le président Alassane Ouattara, qui est là actuellement, fait beaucoup de choses pour les Africains dans ce pays. Vous savez, l'intégration africaine est devenue la réalité aussi. Donc nous devons saisir aussi l'opportunité de ça. Surtout les liens qui se trouvent entre le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire actuellement. Dégustation des mets nigériens, présentation de tenues traditionnelles et démonstration de danse ont bouclé cette manifestation dont la célébration officielle s'est tenue le jeudi 27 juillet dernier à Abuja. Lutte contre le virus Ebola, le Canada donne un vaccin expérimental anti-Ebola à l'OMS. Demain, 800 doses sont disponibles. Lutte toujours contre le virus Ebola en Belgique, Médecins sans frontières forme ses personnels de santé. Regardez. Sur ce terrain vague de la banlieue de Bruxelles, un camp de toile d'un genre un peu particulier. C'est ici que Médecins sans frontières forment ceux qui vont aller sur le terrain se battre contre Ebola. Quand vous mettez la combinaison, il faut penser à la façon dont vous l'enlèverez. Des gestes répétés, encore et encore. Pas le droit à l'erreur face à cette fièvre hémorragique que l'on connaît mal. Sous la combinaison, la température atteint facilement les 30 degrés. Nous limitons le nombre de fois où nous enfilons nos combinaisons et où nous allons dans la zone à haut risque. Vous savez, on préfère pêcher par excès de prudence plutôt que de foncer tête baissée. Les volontaires expatriés de Médecins sans frontières effectuent des missions de 6 semaines maximum. Mais après une pause, certains choisissent de repartir. Comme Estifanos de Bassou qui a déjà fait plusieurs séjours au Libéria. Je vois des gens que je connais, des gens qui meurent, des familles que je connaissais. Je réfléchis encore, mais oui, je veux y retourner. En première ligne depuis le début, Médecins sans frontières gère 6 centres en Guinée, Libéria et Sierra Leone. Mais l'ONG a prévenu qu'elle était au maximum de ses capacités. Nous avons dit très clairement que nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons aller au-delà. C'est pourquoi nous sommes un peu étonnés de la lenteur et de la faiblesse de la réponse des autres acteurs, notamment des États.
Médecins sans frontières a actuellement 3000 personnes sur le terrain mobilisées contre Ebola, personnel national et expatriés. Du sport à présent, après 2012 et 2013, le COE Sport de San Pedro a remporté pour la 3e année consécutive la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Hier samedi, le COE a battu l'ASEC Mimosa score 2-0. C'était au stade municipal de Yamoussoukro. L'ASEC Mimosa paie les frais de la super forme du moment du COE Sport de San Pedro. 2-0, plus un but à la même affiche de l'édition dernière. 4e super coupe Houphouët-Boigny pour les portuaires. Derniers instants du premier tableau, Assalé Roger avec toute son autorité se joue de la défense jaune et noire et de l'intérieur du pied enflamme les filets de Badra Ali. Plus tard, c'est une action solidaire qui a raison du groupe à Guaméné-Alain, l'entraîneur Mimo, fraîchement copté. Mansou Kwaku au départ d'une contre-attaque, centre de Kwao Cédric et but de Aka E6, comme à l'école. Le COE Sport de San Pedro plie le match et montre un visage confiant avant la grand-messe en Coupe de la Confédération africaine face au géant Al-Ahly d'Égypte en décembre prochain. Les COGES, quelle nouvelle vision? C'est le thème du magazine de ce dimanche. Notre invité, M. David Kwadjo Kwame, coordonnateur national du service d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires et publics COGES. Vous êtes également, M. Kwadjo, inspecteur général de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Monsieur Kwadjo, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Francis Boifo qui nous parle des missions et fonctionnement de COGES. Nous allons revenir au reportage de Francis Boifo tout à l'heure. Monsieur Kwadjo, alors je voudrais vous demander tout de suite, c'est quoi les COGES? Merci. Les COGES, ce sont les comités de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire. Ces COGES ont été institués et ont pour mission de faire la promotion des établissements où ils siègent et d'y créer les conditions d'un meilleur fonctionnement. Et les COGES existent depuis quand? Oui, les COGES existent depuis 1995. Les COGES ont été créés par décret numéro 95 du 26 janvier 1995 et ces COGES ont été donc endossés dans la loi relative à l'enseignement. D'accord. Nous allons continuer cet entretien tout à l'heure. La réalisation nous dit que nous pouvons suivre maintenant le reportage de Francis Boifo qui nous parle du fonctionnement des COGES. Les comités de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, COGES, sont des structures partenariales composées de représentants de parents d'élèves, d'enseignants et d'élèves. Le COGES est un cadre d'apprentissage du jeu démocratique par les membres de la communauté éducative, un facilitateur du dialogue social en milieu scolaire et un outil de mobilisation communautaire autour de l'école, des enfants du primaire et des élèves du secondaire. Créé par décret en janvier 1995, les COGES disposent de plus de 8000 bureaux dans les établissements scolaires primaires publics et 309 bureaux sont affectés aux établissements d'enseignement secondaire. Ces bureaux sont chargés d'encadrer le personnel enseignant, de construire et d'aménager des salles de classe, des logements d'astreinte, des cantines scolaires. Ils veillent également à la dotation régulière des écoles en équipement didactique et à la prise en charge de plusieurs opérations académiques. Si certaines des représentations COGES arrivent à tenir correctement leur cahier de charge, il est reproché à beaucoup d'agir sans tenir compte des tests qui instituent les COGES. Par exemple, certains parents d'élèves se plaignent de ce que les bureaux COGES ne fonctionnent pas de la même manière. Les prix d'un carnet de correspondance, d'un t-shirt pour les épreuves physiques et sportives EPS et la prise de photos diffèrent d'un établissement à un autre. Mauvaise foi de certains gérants COGES ou pas, en tout cas, ils sont nombreux les parents d'élèves qui grognent parfois
contre le fonctionnement des COJES. M. Kouadio, il y a des COJES qui travaillent sans tenir compte des textes qui existent. Comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, je pense que le commentaire qui est fait relève beaucoup d'aspects du fonctionnement des COJES. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité de gestion, au terme donc de l'article 5 du nouveau cadre réglementaire, institue des assemblées des comités de gestion. Ces assemblées sont donc présidées par les élus locaux. Ensuite, il y a le bureau exécutif qui siège et qui a pour mission de gérer au quotidien le fonctionnement de comités de gestion dans les établissements. Ensuite, il y a le commissariat aux comptes qui ont pour mission de contrôler le fonctionnement du bureau exécutif. Et enfin, les assemblées subsidiaires qui sont donc des assemblées qui élisent leurs représentants au sein des différents organes que je viens de citer. Donc, si au terme d'une année scolaire, il y a l'Assemblée générale bilan et en début d'année, l'Assemblée générale qui permet de donner mandat au bureau exécutif de fonctionner, si ces assemblées sont tenues et que s'il y a un dysfonctionnement, il y a des assemblées extraordinaires qui se tiennent pour recadrer les choses, je pense qu'on peut observer, comme l'a dit l'élément, des COJES qui fonctionnent correctement. Donc, tout de même, il y a des COJES qui fonctionnent correctement. Par contre, il y a des COJES qui ne fonctionnent pas correctement du tout. Mais je pense les parents d'élèves oui, se plaignent de ces COJES. Oui, encore une fois, les éléments sur lesquels pour lesquels les parents se plaignent, c'est justement la question de levée de cotisation et même des extraits qui entrent dans le fonctionnement des établissements. Ce sont des choses qui doivent faire l'objet, comme je l'ai indiqué, d'un consensus. L'AG est un cadre de concertation au cours duquel les besoins exprimés de l'établissement doivent être pris en compte au regard des préoccupations des uns et des autres. Donc, si ces AG se tiennent correctement, si le chef d'établissement, qui est vice-président de l'Assemblée des COJES, en accord avec l'administration, notamment les DREN et les IEP, convoque avec l'accord des élus locaux des assemblées et que quelque chose se décide de façon consensuelle entre tous les acteurs, je pense que les choses devraient pouvoir marcher. Il s'agit que chacun des acteurs, comme l'a si bien dit l'élément, il y a les parents d'élèves qui sont représentés au sein des COJES, il y a des élèves qui sont aussi représentés au sein des COJES, il y a des enseignants, le personnel d'encadrement. Donc le COJES ne rime pas seulement avec les parents d'élèves. Nous entendons abusivement dire les parents d'élèves nous font cotiser. Non, c'est la communauté éducative, telle que les textes de loi précisent, que cette communauté éducative qui se réunit et de façon consensuelle et décide des actions à mener. Et mandat est donné au bureau exécutif de l'exécuter. Alors, lorsque cela ne se fait pas, bien entendu, on voit les désagréments, ça et là, que je pense nous pouvons corriger. Alors, il y a un point qui retient notre attention, M. Kouadio. Vous disiez tout à l'heure qu'au niveau des COJES, oui, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, il y a aussi les écoliers, les oui, élèves. Est-ce que les écoliers participent aux réunions? En principe, comme je l'ai indiqué... En principe, mais oui, mais justement, quand je vais en mission à l'intérieur du pays, et surtout à l'occasion des AG qui sont déjà tenus, il m'a été donné de constater que les élèves ne sont pas associés. Et pourtant, c'est pour eux que nous décidons ce que nous voulons faire à l'école. C'est pour les élèves qu'il y a les AG. C'est pour les élèves qu'il y a le bureau exécutif. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'action pédagogique. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'action à mener au sein de l'établissement. On ne peut pas décider aujourd'hui de l'avenir, de ce qu'on veut faire, de quelle nourriture on peut donner à nos enfants sans les associer. Les textes prévoient la représentation des élèves dans les différents organes que je viens d'indiquer. Il y a l'AG, les élèves y sont représentés. Il y a le bureau exécutif, les élèves y sont représentés. Et je pense que c'est la plus grande représentation. Dans une école, il y a plus d'élèves que de parents d'élèves. Dans une école primaire, il y a plus d'élèves que de parents, que d'enseignants. Donc, ne pas les associer
est une mauvaise chose. Et je pense que si ça a été fait, il faut que cela soit corrigé. Donc il y a des localités où les élèves sont associés. Je veux dire les écoliers, les tout petits, il y a des localités où ils sont associés. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, je suis allé récemment, je viens de Divo, où nous avons fait la visite d'un des établissements du lycée L2, où les élèves étaient à la séance que nous avions organisée. Il y a au lycée Sainte-Marie, les élèves sont associés, et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de les appeler, parce que on a dit le COJES, c'est un milieu d'un meilleur jeu démocratique. Les enfants sont à l'école, il faut qu'ils apprennent dès leur bas âge comment se font les choses, comment on désigne les différents représentants. Et déjà, dans les conseils d'établissement, les élèves siègent. Ils ont des chefs de classe. Au niveau du primaire, c'est entre les élèves, les chefs de classe, qu'on désigne les représentants à partir de la classe du CE2. Donc, je pense qu'il y a des modèles. Là où les enfants ne sont pas associés, on constate ce qu'on constate. Il faut avoir l'avis des enfants pour décider de leur avenir. Et vous demandez à ces responsables de COJES d'associer ces élèves et écoliers. Alors, lorsqu'on parle de COJES, vous l'avez vu dans le reportage de notre confrère Francis Boifo, il a été question de financement. Oui. D'où proviennent vos fonds? Oui, les textes prévoient qu'il y a des activités génératrices de revenus que nous appelons de tous nos vœux. Activité génératrice de revenus ne veut pas dire qu'on initie des choses pour que les élèves puissent apporter le financement. Je viens de vivre une expérience dans le Lot-du-Bois où le président du conseil régional a un projet d'activité génératrice de revenus, à savoir créer des plantations qui pourraient apporter quelque chose aux élèves. Et je voudrais dans cette ville citer l'exemple du lycée de Divo où il y avait je dis encore Divo. Oui, Divo, où il y avait une plantation pour ce lycée. Vous connaissez des grands athlètes, Kofi, qui ont joué dans notre championnat, les acteurs de théâtre que nous connaissons tous, de façon qui ont pris leur envol dans cet établissement avec l'appui des fruits de cette plantation que le chef d'établissement utilisait pour aider au fonctionnement des choses. Malheureusement, ces plantations ont disparu et la nature ayant horreur du vide, eh bien, l'espace scolaire a été morcelé et vendu et l'école est totalement occupée par les populations. Je pense que en associant les comités de gestion, les parents, la communauté à la gestion de l'école, c'est d'intégrer l'école à son environnement. On est dans un milieu agricole et malheureusement, on constate, et pourtant ça a réussi dans un passé récent, je pense que c'est à ce niveau-là que nous appelons les conseils régionaux, les maires, qui sont les présidents des AG, pour intégrer cela. Je viens également de Divo, 2 établissements qui ont des boutiques, qui ont signé des petits contrats avec des libraires, et les enfants prennent leur stylo sur place. Les enfants ne traversent pas aux heures de cours la voie qui jonche ces établissements. Et en interne, il y a un certain nombre d'activités qui se développent, et je pense que c'est de ça que nous appelons les activités génératrices de revenus. Il y a également des dons. On peut faire des dons au COJES. C'est pourquoi le cadre de concertation me paraît idoine pour que des gens qui ont plus de moyens puissent apporter leur apport, leur soutien, au lieu de systématiquement avoir recours aux cotisations. Il y a également, et là, l'État subventionne aujourd'hui 3000 bureaux COJES, reçoivent des subventions de l'État. Il n'y a pas que 3000 bureaux. Et il y a 8640 bureaux COJES sur tout le territoire. Et je crois que... Seulement 3000 sont subventionnés. Seulement 3000 sont subventionnés. Pourquoi? Mais parce que c'était la phase expérimentale. Ah, très bien. Vous le savez qu'en 2002, 3000 bureaux COJES ont été identifiés sur la base de critères de pauvreté, de la scolarisation de la jeune fille, de la taille des écoles. C'était les critères qui étaient en vigueur. Et on a pu dénombrer 3000 bureaux COJES. Et ces 3000 bureaux COJES bénéficient de l'État une subvention. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment
tous les bureaux COJES peuvent légiférer sur ce fonds. En état actuel des choses, c'est par tacite reconduction que ces bureaux-là sont subventionnés. Mais il y a aussi, au niveau du secondaire, la quote-part de l'inscription en ligne qui revient au bureau COJES, c'est 1650 par élève que les COJES utilisent pour faire face aux besoins donc, de l'établissement. Ce sont là les nouvelles visions des COJES, mais très rapidement, on a parlé du financement. Est-ce que les membres des COJES sont rémunérés? Mais non. Non, je pense que c'est le lieu de féliciter, de remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui viennent apporter leur contribution au fonctionnement des bureaux COJES. Mais je pense que le bénévolat a quand même un coût et je crois que les subventions ne suffisent pas pour payer les membres qui sont au nombre de 11 dans le primaire pour le bureau exécutif et de 12 dans le secondaire. Par établissement. Par établissement. Donc il n'y a pas de rétribution aux membres des comités de gestion. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.